Vous souvenez-vous de cette époque où l'on se sentait entouré, presque porté par une société qui connaissait notre nom, notre histoire, nos petites habitudes? Lorsque le médecin vous appelait par votre prénom et que le boulanger vous gardait votre baguette préférée, à peine sortie du four, tout cela n'est pas si lointain. Et pourtant, cela ressemble déjà à un autre pays. Et vous, avez-vous remarqué à quel point tout a changé? Il y avait un docteur, M. Marten, un homme aux gestes précis, au regard attentif, installé dans un petit cabinet du centre-ville, où le papier peint fané racontait presque autant d'histoires que les patients. L'odeur d'alcool médical et de vieux magazines Paris Match accueillait ceux qui passaient la porte, non pas comme des numéros, mais comme des êtres entiers, connus et reconnus. Il ne tapait pas sur un clavier, il ne vous fixait pas à travers un écran, il vous regardait dans les yeux, vous posait des questions simples, mais vraies. Comment va votre mère? Et la petite, elle dort mieux? Dans la salle d'attente, il y avait les voisins, les anciens camarades d'école, des conversations à voix basse, une chaleur discrète, humaine. Il vous recevait même sans rendez-vous si votre visage lui semblait trop pâle, trop fatigué. Il se déplaçait à domicile, apportait sa trousse et ses mots réconfortants. Ce n'était pas une consultation, c'était un moment de confiance. Aujourd'hui, ce médecin n'est plus là. Celui qui le remplace a un nom difficile à prononcer, qu'on trouve sur Doctolib avec un peu de chance. Il est seul pour plusieurs villages. Son cabinet est glacé, impersonnel, il vous parle à peine, il regarde son écran, clique, valide et vous renvoie dans le silence. Vous êtes un cas, une ligne dans un tableau, un dossier à archiver. Et la médecine autrefois proche, humaine, chaleureuse, est devenue distante, optimisée. Ce glissement ne date pas d'hier, mais sous Macron, il s'est accéléré. Plus de 600 cabinets ruraux ont fermé, les praticiens désertent les campagnes, les patients restent seuls face à des applications. La médecine est devenue un luxe algorithmique. Et ceux qui n'ont ni Wi-Fi ni voiture n'ont plus de docteur. Vous souvenez-vous de cette boulangerie à l'angle de la rue? Celle où la clochette à la porte sonnait comme un petit rire familier, où l'on entrait plus pour être accueilli que pour acheter. L'odeur du pain chaud remplissait l'air dès le matin, et vers midi, les baguettes sortaient encore brûlantes, presque trop tendres pour être tenues à la main. Madame Jeannette, en tablier blanc, les joues saupoudrées de farine, vous lançait un regard complice. « Tiens, je t'ai mis celle que tu aimes. » Elle connaissait vos goûts, vos horaires, vos petites habitudes. Elle vous glissait parfois un petit morceau de fougasse en murmurant « Mais chut, ne le dis pas à ta mère !» Cette boulangerie était bien plus qu'un commerce. C'était un refuge. Un coin de rue où l'on respirait, où l'on parlait du temps, des enfants, du match de la veille. Un endroit où l'on se sentait attendu. Même fatigué, même triste, on y allait. Parce qu'on savait qu'on y trouverait un sourire, une attention, un lien. Et maintenant, les boulangeries deviennent des chaînes ou disparaissent. À la place de Jeannette, un employé pressé, équipé d'un terminal et d'un sourire formaté. Vous choisissez sur écran. Vous payez sans parole. Vous partez sans avoir été vu. Personne ne sait plus si vous aimez le pain croustillant ou bien moelleux. Macron n'a pas inventé les franchises, mais sous sa présidence, les petits commerces de proximité ont connu une extinction massive. En quelques années, plus de 3 boulangeries artisanales ont fermé leurs portes. Les réformes fiscales, présentées comme une simplification, ont étranglé ceux qui faisaient battre le cœur de nos quartiers. Et le goût du pain chaud est devenu un souvenir remplacé par une ligne logistique. Autrefois, lorsque mon grand-père allait chercher sa pension, il n'y allait pas en baissant la tête. Il mettait son vieux manteau brun, attrapait sa canne et partait d'un pas calme, presque digne. Il allait ensuite s'installer à la terrasse du café, commandait un petit noir et un cognac, lisait son journal et saluait les voisins. Il n'était pas riche, non, mais il n'était pas pauvre non plus.
Il pouvait acheter ses médicaments, offrir un billet à ses petits-enfants et inviter sa femme au restaurant le dimanche. Il n'avait pas à choisir entre chauffage et fromage. Sa pension, il l'avait gagnée. Chaque jour au chantier, chaque matin sous la pluie, chaque geste répété sur la chaîne. Ce n'était pas un cadeau, c'était le fruit de toute une vie. Et personne ne lui faisait sentir qu'il coûtait quelque chose. Au contraire, il incarnait une mémoire, un pilier silencieux de la nation. Aujourd'hui, le retraité est fatigué, isolé, presque coupable d'être encore là. Il compte ses pièces au supermarché, évite les sorties, s'excuse d'exister. On lui parle de déficit, de longévité, de charges sociales, comme si sa vie pesait trop lourd, comme s'il devait s'effacer poliment. Sous Macron, ce n'est pas seulement l'âge de départ qui a reculé. C'est l'idée même de la retraite comme reconnaissance qui s'est effondrée. Le mouvement social de 2023 a été l'un des plus massifs et des plus ignorés de notre histoire récente. La réforme est passée, sans dialogue, sans pitié, et dans le regard de nos aînés, on a vu quelque chose se briser, non pas la santé, mais la fierté. Il s'appelait Rémi. Il avait toujours le même béret, le même sac en cuir râpé, les mêmes pas réguliers sur le gravier. Il ne faisait pas que distribuer le courrier, il tissait le lien. Il savait qui était malade, qui avait reçu une carte postale, qui attendait des nouvelles. Il glissait parfois un mot gentil, un clin d'œil, un petit « faites attention au froid ». Pour les personnes âgées, il était souvent la seule visite de la journée. Il prenait le temps, il posait une question, il aidait à porter les courses si besoin, il faisait partie du décor, mais aussi du cœur. Et quand il manquait une tournée, tout le quartier s'inquiétait. Parce qu'on savait qu'il ne faisait pas juste un travail, il apportait un peu d'humanité avec chaque enveloppe. Aujourd'hui, le courrier est rare. Le facteur ne parle plus. Il court, il scanne, il laisse un avis. Il ne connaît plus les prénoms ni les histoires. Il est chronométré, pressé, invisible. C'est devenu un service, pas une présence. Sous Macron, la Poste s'est transformée en entreprise logistique. Les tournées ont été coupées, les bureaux fermés, les agents reclassés. On parle de rentabilité, d'efficience. Mais ce qu'on a perdu, c'est le facteur comme voisin, comme confident, comme veilleur discret de nos vies quotidiennes. Quand l'instituteur entrait dans la salle, on se levait. Non pas par peur, mais par respect. Il n'était pas juste un transmetteur de savoir, c'était un repère. Il connaissait nos parents, il participait aux kermesses, il habitait la même rue. Il faisait partie de nos vies, et même longtemps après, on continuait à le saluer avec un certain mélange de gratitude et de timidité. Les murs sentaient la craie, les rayons débordaient de livres, les couloirs étaient silencieux. Il y avait de l'ordre, mais aussi de la chaleur. On apprenait à lire, à écrire, mais aussi à parler, à écouter, à réfléchir. Les devoirs étaient une suite, pas une angoisse, et après la classe, on jouait, on vivait, on respirait. Aujourd'hui, le professeur est épuisé. Il est entouré d'écrans, de tableaux Excel, de réformes successives. Son autorité est sans cesse remise en question, sa parole concurrencée par celle des influenceurs. Il doit tout justifier, tout remplir, tout surveiller. Et les enfants? Ils sont déjà fatigués, déjà stressés, déjà désabusés. Sous Macron, l'éducation est devenue un chantier permanent, une expérimentation sans fin. Les enseignants partent, les jeunes ne veulent plus entrer, le métier n'a plus de prestige. L'école n'est plus un pilier, mais une interface. Et le savoir, il devient un produit parmi d'autres. Le vendredi, quand sonnait la dernière cloche, ce n'était pas seulement la fin des cours, c'était le début d'une vie. On fermait les cahiers d'un coup sec, on jetait le cartable sur l'épaule et on filait dans la cour, les jambes prêtes à courir vers quelque chose de plus vaste.
plus doux. Il y avait le ballon qui nous attendait, le vélo contre le mur, le copain avec ses BD, les rires dans les ruelles, les genoux éraflés et les mains pleines de terre. À la maison, il n'y avait pas d'interface numérique, pas de devoirs envoyés par mail, pas de notifications. Il y avait une vraie pause. Le goûter, la télévision à heure fixe, le rire de la maman dans la cuisine, la voix du grand-père qui disait que, quand il était petit, c'était bien pire. Le temps passait lentement, avec le tic-tac de l'horloge et le ronronnement du chauffe-eau. Aujourd'hui, l'école ne s'arrête jamais. À peine la porte franchie qu'un autre écran s'allume. On scanne les devoirs, on envoie les documents, on valide la lecture. Les enfants ne ferment pas leurs livres, ils changent d'application. Ils vivent dans un flux, une pression douce mais constante. Ils n'ont plus le droit à l'ennui, ni à l'errance. Ils doivent être productifs, même dans le jeu. Sous Macron, ce glissement s'est institutionnalisé. Modernisation, école numérique, accès égalitaire. En apparence, tout cela semble positif. Mais dans la réalité, l'enfance s'efface derrière les écrans, le lien humain se délite, la liberté devient une variable secondaire. Et l'école n'est plus un lieu qu'on quitte, c'est un système qui vous suit partout. L'usine, c'était le cœur qui battait dans la ville. Elle faisait lever les rideaux, rythmait les journées, unissait les familles. Le matin, le sifflet résonnait comme une cloche d'église. Les hommes s'y rendaient avec leur café encore chaud dans un thermos, un sandwich dans la poche, et cette fierté silencieuse d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Il y avait le bruit, la fatigue bien sûr, mais aussi la camaraderie, les blagues, les projets partagés. On savait pourquoi on travaillait. Pour nourrir ses enfants, partir en vacances 2 semaines par an, acheter une voiture, construire une maison, ce n'était pas du luxe, c'était du concret. Et quand un père croisait le regard de son fils, il pouvait dire sans rougir « Je travaille ici ». Aujourd'hui, ces usines sont des squelettes de béton. Les portails sont rouillés, les vitres brisées, les pancartes délavées. Le silence a remplacé le vacarme. Les jeunes sont partis, les anciens traînent dans les cafés, les affiches d'embauche ont disparu, le travail n'est plus là. Ou alors, il est précaire, éclaté, livré à la course folle des contrats courts. Sous Macron, cette désindustrialisation a pris un visage définitif. Fermeture massive, délocalisation, incitation fiscale, à partir plutôt qu'à rester. On parle de start-ups, de green economy, de réorientation. Mais dans les petites villes, on ne voit que les lumières éteintes et les regards baissés. Et les ouvriers, on leur parle de reconversion, mais on leur a volé l'honneur. Le dimanche matin, la ville ralentissait. Les volets restaient fermés un peu plus longtemps. Les rues se faisaient calmes, presque feutrées. C'était un jour à part. Le jour du marché, du café lent, du journal plié, du gâteau aux pommes posé sur la table. C'était le jour où l'on mettait une nappe, même pour rien. Où l'on prenait le temps d'écouter, de rire, de se taire aussi, ensemble. Les magasins étaient fermés. Et personne ne s'en plaignait, parce qu'on savait que ce vide apparent était plein de vie. On allait voir la famille, on recevait sans prévenir, on jouait aux cartes, on sortait marcher. Le dimanche n'était pas une pause forcée, c'était un rituel doux, un tempo qui soignait les nerfs. Aujourd'hui, le dimanche est devenu un jour comme un autre. On achète, on scrolle, on répond aux mails en avance, on prépare la semaine, on optimise le temps. La livraison express a remplacé la visite inattendue. Le silence du matin est troublé par les alertes de notification. Et même, le gâteau a été commandé sur une appli. Sous Macron, les dernières protections sur l'ouverture dominicale ont sauté, les grandes enseignes s'en réjouissent, on parle de liberté de consommer, mais la liberté, ce n'est pas seulement choisir, c'est pouvoir s'arrêter. Et cette capacité à s'arrêter, à être ensemble sans but ni rendement, c'est elle que nous avons perdue. Autrefois, quand on avait besoin de faire une démarche administrative,
On allait à la mairie. On poussait une porte en bois, on disait bonjour à Madame Lucienne, on attendait son tour en discutant avec les autres. Et quand venait notre moment, on expliquait notre situation, on remplissait les papiers ensemble, on trouvait une solution. C'était lent parfois, mais c'était humain. Il y avait un visage, une voix, une présence. Madame Lucienne connaissait votre nom. Elle savait que votre fille venait de naître, que votre mari travaillait à l'usine. Elle ne vous envoyait pas sur un site Internet. Elle sortait un formulaire en papier. Elle vous aidait à trouver les bons mots, les bonnes cases, les bons tampons. C'était compliqué, oui, mais pas déshumanisé. L'État était là, en face de vous, avec sa lenteur, mais aussi sa chaleur. Aujourd'hui, tout passe par des interfaces. Il faut créer un compte, scanner des documents, valider par SMS. Si vous vous trompez, il n'y a pas de main tendue. Juste une erreur, 403. Les guichets ferment, les numéros de téléphone raccrochent, les adresses mail ne répondent pas. L'État est devenu une abstraction, un robot avec une voix douce mais absente. Sous Macron, ce mouvement s'est accéléré. On a parlé de transformation numérique, de modernité, de simplicité. Mais on a oublié que des millions de Français ne vivent pas dans le cloud, que le lien social passe aussi par un regard, une explication, que pour certains, un formulaire en ligne est une barrière plus haute qu'un mur, et qu'un pays, ce n'est pas un réseau, c'est une relation. Il y avait ces magasins qu'on appelait Prix Unique, un nom chantant, presque enfantin. On y trouvait de tout, des casseroles, des crayons, des chemises bon marché, des jouets en bois, des bonbons trop colorés. L'endroit sentait la cire, la cafetière, le plastique neuf. Et surtout, il y avait Mimi. Elle portait un gilet bleu, elle connaissait tout le monde, elle disait « Tiens, t'as grandi toi ?» en vous voyant entrer. Prix Unique, ce n'était pas juste un commerce, c'était un centre de vie. On s'y croisait, on y traînait, on y retrouvait un peu d'enfance. C'était l'endroit où l'on allait quand on avait besoin de quelque chose sans savoir quoi. Et on repartait avec un sac, une anecdote et un sourire. Parce que derrière le comptoir, il y avait des vrais gens. Aujourd'hui, les rayons sont impeccables, les néons brillent, les prix sont optimisés, mais il n'y a plus de mimi. Il y a des employés discrets, des codes-barres, des lignes de caisse automatiques. Les visages ne changent pas car on ne les regarde plus. Le commerce est devenu silencieux, uniforme, déconnecté de son quartier. Sous Macron, les derniers petits commerces de proximité ont été engloutis par les grandes enseignes. Ce n'est pas une invention récente, non. Mais la politique fiscale, les normes, les contraintes ont donné le coup de grâce. On a remplacé la convivialité par l'efficacité. Et dans cette transformation, on a perdu quelque chose de rare, la familiarité. On se souvient tous de Claude le boulanger, de Gilbert au café du coin, de Madame Roux et sa mercerie. Ce n'étaient pas des entrepreneurs, c'étaient des visages. Des gens qui ouvraient tôt, fermaient tard, qui prenaient 2 jours de vacances en août et revenaient bronzés, heureux d'avoir retrouvé leurs clients. Ils travaillaient sans relâche, mais ils étaient libres et fiers. Ils connaissaient leurs clients par leur prénom, ils avançaient la monnaie, ils offraient un café si vous aviez le cœur lourd, ils racontaient des histoires, ils faisaient partie du paysage, de la rue, de l'odeur du matin. Et surtout, ils avaient une autonomie, une place. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient debout. Aujourd'hui, Claude a fermé, Gilbert est parti, Madame Roux répare encore, mais en silence, dans une arrière-boutique. Non pas parce qu'il n'avait plus de clients, mais parce qu'il n'en pouvait plus. Trop de paperasse, trop de taxes, trop de normes absurdes, trop d'amendes pour des détails. Leur énergie s'est consumée dans les formulaires. Sous Macron, des centaines de lois, d'articles, de dispositifs ont été présentés comme des simplifications. En réalité, c'était souvent des pièges. Les aides sont complexes, les régulations écrasantes. L'État parle d'innovation, mais il oublie ceux qui font vivre les villages, les rues, les matins.
Les petits commerces n'ont pas disparu faute de clients, mais faute d'air. Il fut un temps où la porte n'était jamais vraiment fermée. On la laissait entrebâillée, comme un signe de confiance, comme une invitation silencieuse. Les voisins entraient pour demander un œuf, pour rapporter un plat, pour s'asseoir 5 minutes sans raison. Chez tante Josie, le thé était toujours chaud. Chez Monsieur Laurent, il y avait toujours une anecdote. On ne planifiait pas, on venait, parce que la rue était une extension du salon. En été, les fenêtres étaient grandes ouvertes. On entendait Madame Benoît appeler les enfants pour le dîner. L'hiver, on se saluait en déblayant la neige ensemble. Il y avait une proximité qui ne demandait pas de permission. Les clés passaient de main en main pour garder un appartement pendant les vacances. Un enfant malade, c'était la voisine qui allait à la pharmacie. Il n'y avait pas de solitude, il y avait du lien. Aujourd'hui, la porte est verrouillée, les interphones filtrent, les messages précèdent les visites. Un coup de sonnette fait sursauter. Qui est-ce? Pourquoi il vient sans prévenir? L'improvisation est devenue suspecte. Les voisins se croisent, mais ne se parlent plus. Ils se suivent sur les réseaux, mais ne se connaissent pas. Sous Macron, ce n'est pas cette transformation qui a commencé, mais elle s'est renforcée. Les confinements, la digitalisation, la mise à distance. On parle de communauté locale dans les discours, mais dans les actes, on pousse à l'isolement. Il n'y a pas de politique pour recréer les liens, juste des plateformes. Mais une plateforme ne vous serre pas la main. Autrefois, le président n'était pas une figure distante. Il n'était pas seulement un chef d'État, mais un symbole vivant. Il pouvait venir dans une petite ville, marcher sur le marché, serrer des mains, écouter. Il était respecté, parfois craint, souvent critiqué mais toujours incarné. Sa parole comptait, son silence aussi. Il parlait à la télévision et le pays s'arrêtait pour l'écouter. De Gaulle, c'était la stature. Mitterrand, le mystère. Chirac, la gouaille. Chacun avait ses défauts, ses erreurs, mais ils faisaient partie de la nation. Ils n'étaient pas des communicants, ils étaient des présences. On pouvait être en désaccord, mais on savait qu'ils étaient là, qu'ils savaient ce que signifiait représenter. Aujourd'hui, le président est un gestionnaire. Il parle en slide, en éléments de langage, en chiffres, il analyse, il optimise, il pilote. Mais où est le cœur? Où est l'écoute? Où est l'émotion? Il est là, mais on ne le sent pas. Il est partout, mais jamais vraiment présent. Il n'unit pas, il administre. Sous Macron, cette distance est devenue abyssale. Il incarne une époque où le pouvoir s'exerce depuis des bureaux, des plateformes, des comptes Twitter. Il répond rarement, il décide souvent. Il s'exprime avec froideur, technicité. Il est intelligent sans doute. Mais est-il encore à l'écoute? Le peuple, lui, ne se sent plus regardé. Il fut un temps où un non populaire faisait trembler les murs, où les référendums n'étaient pas des accessoires, où le droit de grève, le droit de manifester, le droit d'exprimer son désaccord étaient des piliers. Les débats animaient les cafés, les dîners familiaux, les bancs de l'école. La démocratie n'était pas une procédure, c'était une respiration collective. On votait avec le cœur, on débattait avec passion. On s'opposait, oui, mais on croyait encore que notre voix comptait. On pouvait changer quelque chose. On croyait en la République, non pas comme idée abstraite, mais comme promesse vivante. La rue avait un poids, les syndicats une écoute, les élus un devoir de réponse. Aujourd'hui, les pétitions s'accumulent sans effet, les protestations s'enchaînent sans écho, le vote semble un rituel vidé de sa puissance. Les gens votent contre ou s'abstiennent. Ils se sentent oubliés, méprisés. La politique est devenue un écran, pas un miroir. Sous Macron, les réformes sont passées malgré les colères. Les retraites, l'hôpital, l'éducation,
Les manifestations sont encadrées, les voix dissidentes marginalisées. On parle d'ordre, de rationalité, mais la démocratie, ce n'est pas une feuille de route, c'est un dialogue. Et aujourd'hui, beaucoup ont l'impression de parler seuls. On regarde les rues, les places, les vitrines, et tout semble à sa place. Les pavés sont là, les terrasses aussi. Les drapeaux flottent encore sur les mairies. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas visible au premier regard, mais on le sent dans l'air. Dans le silence. Dans l'impression que ce pays, jadis si proche, s'est éloigné sans bruit. Autrefois, être français ne se résumait pas à un papier d'identité. C'était une manière de vivre, de marcher dans une ville, de saluer un voisin, de râler en commun. C'était prendre le train en retard, acheter une baguette trop cuite et tout de même sourire. C'était avoir le sentiment d'appartenir, d'être dans une maison qu'on partageait, avec ses désaccords, ses murs tordus, ses meubles usés, mais qu'on aimait pour cela même. Aujourd'hui, on a l'impression que la maison a été vendue, redécorée, transformée en bureau. On n'y reconnaît plus rien. Les mots sont les mêmes, mais le ton est froid. La République est toujours inscrite au fronton, mais les regards se détournent. On ne sait plus si on fait encore partie du nous. Sous Macron, cette fracture est devenue plus visible. Il n'a pas détruit, il a réformé, il n'a pas cassé, il a transformé. Mais ce que beaucoup ressentent, ce n'est pas le progrès, c'est l'abandon. Une sensation diffuse que tout se décide ailleurs, que rien ne dépend plus de nous. Alors on se demande, est-ce encore notre pays? Ou sommes-nous devenus des invités silencieux dans notre propre histoire? Merci d'avoir été avec nous sur la chaîne Les Jours d'avant. Parfois, certains commentent « Vous idéalisez le passé ». Peut être. Mais qu'y a-t-il de mal à se souvenir de ce qui nous faisait du bien? Nous ne nions pas les défauts, les difficultés, les luttes. Nous choisissons simplement de ne pas oublier ce qui unissait, ce qui réchauffait, ce qui faisait qu'on se sentait à sa place. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des morceaux de vie, des voix, des gestes, des moments de partage, des choses simples qui, aujourd'hui, paraissent lointaines. Mais tant qu'on les évoque, elles ne sont pas perdues. Il reste tant d'histoires à raconter, et peut être que vous aussi, vous en avez. Partagez-les en commentaire. Et si vous avez reconnu un peu de vous dans ces mots, laissez un like. Ce sera notre façon de continuer, ensemble.